Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Delval Et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Allô Jean-Michel, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, vraiment content de... J'ai jamais eu la chance de parler à notre invité d'aujourd'hui directement, ça va faire du bien de l'écouter, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce gars-là. Oui, exactement, mais ça fait un petit bout que je t'en parlais aussi, que bon, Christian, tu devrais le suivre et tout ça sur LinkedIn, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, en fait, l'invité d'aujourd'hui s'appelle Christian Genet, c'est le père d'une ado, puis c'est un passionné de boxe. Il a fondé une OBNL qui aide les jeunes turbulents à se réinsérer socialement. En 2000, il a démarré le groupe Sushi Taxi. Si vous avez jamais goûté à ces sushis-là, je vous conseille vraiment d'y aller, ils sont vraiment excellents. Il a démarré cette entreprise-là à partir de son appartement avec seulement 500 $ sur sa carte de crédit. Il l'a revendu en 2016 alors qu'elle comptait plus de 300 employés et 18 succursales. Par la suite, il a fondé Buddha Station en 2018, une entreprise de repas pour les entreprises directement, donc en s'appuyant sur un frigo connecté et une application de paiement pour rendre disponible directement au travail des repas qui sont sains, artisanaux et abordables en tout temps. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, Christian, écoute, je vais te laisser te présenter un petit peu, nous en dire un petit peu plus sur toi et ton entreprise. En tout cas, enchanté. Jean-Michel, en plus, il met la barre haute tout de suite en partant. Il dit qu'on a beaucoup à apprendre de moi. Je suis un maniaque de boxe. Il m'envoie un job en partant. Il n'est pas peureux. C'est ça. Écoute, j'ai étudié en droit. J'étais un petit gars turbulent, moi, quand j'étais jeune. J'ai été dans les gangs de rue pendant tout près de 4 ans. Puis je m'en suis sorti, notamment à cause de la boxe. La boxe m'a beaucoup aidé à focusser, m'a montré l'humilité, tu sais, parce que en boxe, si tu n'en as pas l'humilité, ça vient souvent avec un coup entre les deux yeux ou sur le menton. Alors, ça m'a amené du focus, de l'humilité, ça m'a aidé à mettre une discipline dans ma vie de gars qui a un TDAH lourd. Et puis, c'est ça, je me suis lancé en affaires par rapport après ça, en 2000. L'artiste en moi a voulu créer quelque chose, était en grand besoin de liberté. Et ultimement, le TDAH en moi a refait surface à dire, pour moi, la routine, c'est un peu épeurant. Comment je deviens un homme d'affaires, comment je deviens un créateur. Fait que j'ai appris à devenir un homme d'affaires. Je suis retourné à l'école, même au MIT. Je me suis mis à enseigner aussi à l'école d'entrepreneurship de Beauce, à même donner des conférences sur le leadership maintenant, plusieurs, tout près de 40 à l'automne dernier d'ailleurs. Puis en 2018, je me trouvais trop jeune pour jouer au golf, fait que je me suis relancé en affaires, tu sais, un peu comme un ancien alcoolique qui va au bar et qui disait à sa blonde je veux juste aller voir les chums, là, puis je ne prendrai pas un verre, tu sais. Mais ça a été pareil à côtoyer des entrepreneurs. Je suis comme retombé dans mes idées, dans toutes sortes d'affaires, dans le goût de changer des choses, puis d'inspirer des gens. Fait que j'ai parti de Buddha Station en 2018. Fait que ça a été, c'est un peu ça en condensé, Christian Genet. Puis, écoute, mon mantra, c'est faire une folie assumée par jour. Fait que je vous préviens, elle n'est pas faite encore. OK. Puis ça prend quelle forme, ça, faire une folie assumée par jour? Ça peut prendre toutes sortes de formes, comme prendre un gin tonic à 7 heures le matin, comme canceller tous mes rendez-vous un après-midi pour aller en vélo de montagne. Tu sais, c'est ça. J'adore. Ouais. Fait que vous êtes parti en 2018, Christian, puis naturellement, l'année passée, le COVID, là, ça fait un petit peu plus d'1 an, le COVID, puis ça a frappé beaucoup d'entreprises, mais je pense que ça vous a frappé fort sur le fait que vous faisiez justement du B2B, mais à la place de justement aller t'acheter des bâtons de golf, comme tu as dit, tu as décidé de te renouveler, puis de faire un 360 de ton entreprise Buddha Station. Comment, je veux savoir un petit peu, j'aimerais ça que tu me dises comment vous avez réussi à passer à travers tout ça. Ça a dû être difficile sur le moral de l'équipe, ça a dû être difficile peut-être sur ton moral à toi. Comment tu as vécu ça? Puis c'est quoi tes apprentissages de tout ça 1 an plus tard? Écoute, je te mets en contexte. De septembre 2019 à mars 2020,
Bouddha Station a connu 360% de croissance. Fait qu'il y a une croissance effrénée, ça revole et tout. Et puis au 17 mars 2020, on a perdu 100% des clients. Il y a eu la journée fatidique du 19 mars où on a perdu 100% des clients. Les clients de notre entreprise, c'était des gros cabinets d'avocats, des bureaux d'assurance, des technos, du gaming, et ainsi de suite. Moi qui avais analysé le risque dans cette entreprise-là, on n'avait pas un client qui était pour plus de 4% du chiffre d'affaires. Je pensais qu'on était bien répartis au niveau du risque des revenus. Jamais j'avais vu venir le fait qu'ils étaient tous, ces clients-là, dans un environnement commun qu'on appelle des bureaux. Et en mars 2020, tout le monde le sait maintenant, avec les mesures sanitaires, le gouvernement a fermé les bureaux, puis jusqu'à ce jour, là, elles sont toujours fermées, en tout cas pour l'instant. Fait que ça a été vraiment comme un knock-out. Je t'avoue que je suis un fatigant de même dans la vie, moi, que à peu près tout ce que je vis de challenge, je m'appuie sur la boxe. Je m'appuie sur la boxe pour essayer de comprendre, de visualiser, d'essayer de rationaliser. Pour moi, la boxe, c'est comme respirer, puis c'est des réflexes, tu sais. Fait que quand ça va mal à la boxe, dans un combat de boxe, là, puis t'es sur le bord de te faire passer le KO, là, tu fais quoi? Tu mets un genou à terre. Est-ce que Jean-Michel, tu sais quoi? Qu'est-ce que ça signifie mettre un genou à terre? Non. Quand tu mets un genou à terre dans un combat, là, l'arbitre intervient, puis il éloigne ton opponent dans le coin, il se met à compter jusqu'à 10. Tu as un genou par terre, puis tu comptes jusqu'à 10. Puis tu sais, les boxeurs qui sont dans l'ego, là, en 2 secondes, ils se relèvent là, comme si de rien n'était, là, puis là, ils se remettent en jeu. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? L'opponent, il fait quoi, tu penses? Je t'écoute. La plupart du temps, là, l'opponent, il saute sur toi, il se rue avec ses coups les plus forts pour t'achever. Ouais. Mais le boxeur qui a de la résilience, là, il prend ses 10 secondes. Il prend ses 10 secondes, 1 pour respirer, 2 pour envoyer un clin d'œil à son coach qui n'est pas à risque, que c'est bon. Là, il check, je suis où? Il reste combien de temps dans le round avant que je puisse aller m'asseoir sur le petit banc dans le coin pendant 1 minute? Je suis dans le bon plan de match. Pour me rendre au bout du round, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut-tu que je cours autour du round, que je me mette moins à risque? Je suis tombé dans le jeu de mon adversaire? Je suis hors de ma zone de confort? Comment je vais me rendre pas à risque au bout? Et là, rendu à 8, j'appuie sur mon genou, je me lève. À 9, je suis debout, puis je vais vers l'arbitre. Ça, c'est avoir de la résilience. Ben, pour moi, j'ai eu cette espèce de réflexe-là de dire à mon staff, première chose, mes employés, c'est effréné, prenez votre ordinateur, partez chez vous. Ça fait 6 mois qu'on est en croissance, que tout le monde a la misère à arriver dans nos objectifs. Prenez le contrôle de vos objectifs, prenez soin de vous, puis je vous donne des nouvelles. Et là, j'en ai profité pour, essayer de me calmer, réfléchir, rationaliser mes émotions, demander de l'aide à un contact précieux en affaires. Shoot-out à Isabelle Méthode, d'ailleurs, qui est la présidente de Centraide Québec, qui est une très bonne amie. Et puis, à partir de ça, là, je me suis ancré sur mes valeurs. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi les valeurs de ma business puis les valeurs qui unifient mon team? Il y en a 4. GYSD, élite, excitant, puis au bout du compte, la dernière, c'est rebelle. Fait que un GYSD pour Get Your Shit Done. Ben, c'est la notion d'imputabilité puis de responsabilité. Okay. C'est quoi ma responsabilité comme entrepreneur? J'en ai une certainement envers mes employés, d'en prendre soin. 2, envers nos clients, qu'on s'est commis puis on leur a dit qu'on allait prendre soin de leur santé, de leur ventre au travail. Mais là, la problématique qu'on a, c'est que le travail, là, c'est plus 1 point, c'est à peu près, pour une entreprise de 200 employés, c'est 200 points. Puis ensuite de ça, ben, je pense dans un moment où ça va mal de même, on a une responsabilité comme entrepreneur envers la société aussi. Je pense qu'il faut penser dans ces moments-là à conjuguer au nous là, plutôt que juste penser à nous-mêmes. Là, à partir de là, je me suis dit comment je peux être rebelle. Tu sais, être rebelle, là, c'est pas la façon dont tu t'habilles, c'est comment on peut avoir un sac de solutions qui est tout le temps plus gros que le sac de problèmes. Comment on peut être capable de déployer des choses que les autres n'ont jamais réussi. Fait que je me suis dit, là, il faut s'assumer,
livrer les clients où ce qu'ils sont rendus. Puis il va falloir être élite. Pour moi, être élite, là, c'est calqué sur la boxe que l'élite de la boxe, c'est pas ceux qui deviennent des champions du monde. C'est ceux qui sont tout le temps dans l'apprentissage, qui se remettent tout le temps en question, qui évoluent, qui côtoient les meilleurs parce que on boxe plus comme il y a 20 ans, on s'entraîne plus à la méthode de Rocky non plus, puis le sport a évolué, la société a évolué, le show a évolué, mais nous autres, avec Bouddha Station, là, il va falloir trouver un moyen, au lieu de livrer 250 repas à un endroit, il va falloir livrer 250 repas à 200 endroits. Puis là, les commandes minimum avec les transporteurs, ça ne marchera pas. Il faut trouver une façon d'augmenter le volume. On va doubler le volume, puis on va les offrir pour les banques alimentaires. Et là, j'ai dit à mon équipe, vous allez être élite parce qu'on va se revirer de bord. Mais avant on livrait 100 entreprises. Maintenant, il va falloir livrer au-delà de 2000 personnes à des points, des pignons sur rue différents. Puis la dernière chose, c'est qu'il va falloir être excitant. Fait qu'on a parti le mouvement Bouddha solidaire. On était les premiers le 21 mars 2020 à partir de Bouddha solidaire, c'est-à-dire à chaque commande qu'on livrait en télétravail, on la doublait pour les banques alimentaires. Et puis en 2 mois, on a remis un peu plus que l'équivalent de 106 000 $ aux banques alimentaires sans jamais bénéficier de subventions. Ce mouvement-là, je te dirais, a gardé mon équipe dans le jus, a démontré nos valeurs, parce que ce que je t'explique là, on l'expliquait de même aux clients, a aussi fait parler de nous selon nos valeurs, plutôt que de vouloir faire un coup de pub. Et puis, on a fait ça pendant 2 mois. Mon entreprise a pris. C'est fou comment l'équipe s'est liée dans un challenge comme ça. Puis c'est fou comment mon équipe a comme pris confiance encore plus envers leurs moments, leurs moyens, leurs expertises. Et puis, 2 mois plus tard, alors que le gouvernement commençait à s'organiser puis donnait des subventions à beaucoup de restos, beaucoup d'hôtels pour produire des repas subventionnés à 4-5 $ pour les banques alimentaires, on s'est retiré. Puis là, on a dépoussiéré nos frigos. On s'est dit, on est des pros de faciliter les repas en entreprise. On va retourner sur notre glace, là, parce que c'est elle, notre glace. On a dépoussiéré les frigos, puis on les a rentrés dans des environnements où on n'aurait jamais cru possible. Des écoles, des pharmacies, des usines. Parce que, rappelle-toi, ce que je te racontais au départ, nous autres, notre client type facile avec qui on a un fit, c'est des bureaux. Mais là, mon équipe avait tellement pris confiance, c'était fou. Ils se croyaient tout possible, puis ça nous a permis de rentrer ces frigos-là dans bien des environnements qu'on trouvait difficiles au début. Fait que ça a été, je te dirais, beaucoup d'émotions, mais des moments vraiment intenses avec mon équipe qui, franchement, font en sorte que j'ai un attachement émotif solide envers ces gens-là. Ça porte tout le temps l'équipe naturellement, puis ton équipe est vraiment solide de s'être ralliée sur cette cause-là, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup attribué à ton leadership en t'entendant parler là, pour jamais t'avoir suivi. Juste là, t'écouter parler, clairement, il y a une grosse partie qui est reliée à toi. Mais félicitations, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Ben, tu sais, tu parles de leadership, là, Jean-Michel. Dans ces moments-là que c'est dur, je pense qu'il faut le dire, il faut le nommer à son équipe, de dire, tu sais, on est à risque, on a mangé une solide. C'est effrayant. Je crois en vous. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez faire? Voulez-vous être sur le chômage puis on met la business à off jusqu'à temps que la crise se passe ou on fait un projet? Tu sais, c'est une décision qu'on a prise ensemble. J'ai dit, moi, j'ai un projet à vous proposer, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher non plus, mais puis ça ne veut pas dire que ça va être la solution, mais on va l'essayer. Tu sais. Fait que je pense qu'il faut, dans des moments où c'est dur, le nommer puis comme il faut, tu sais, plutôt que jouer au Superman. Là. Mais ton analogie à la boxe est excellente. Tu as pris un moment pour reculer. Qu'est-ce qui se passe? Tu as pris conscience du problème, tu as décidé de penser en termes de solution plutôt qu'en problème, pour rephraser une des phrases que tu as dit, puis vous avez rallié les troupes pour comme attaquer ce problème-là, puis vous renouveler carrément dans votre business model au complet. C'est vraiment, vraiment hallucinant. En tout cas, merci.
C'est là qu'on voit la force vraiment d'une équipe aussi. Puis justement, comme Jean-Michel disait, c'est de faire une pause puis d'analyser ce qui va se passer puis que vous allez prendre comme direction. Puis ça, je pense que ça a été une grosse force que tu as pu faire, là, de dire qu'on prend une petite pause puis je regarde vraiment les solutions qui s'offrent à nous. Puis moi, je suis curieuse de savoir 1 an plus tard, en ce moment, un peu comment que vous vous situez par rapport à tout le chemin qui a été fait en 1 an et demi, par suite post-COVID, si je peux dire, mais même avec la 3e vague et tout ça. Ben, je retiens ta question, là, 30 secondes pour faire un aparté puis te dire, tu sais, Ben oui. à la boxe, c'est pareil, on a monsieur, madame, tout le monde qui ne connaissent pas beaucoup la boxe, là, quand on leur demande les meilleurs boxeurs, là, c'est qui? Puis de facto, c'est, tu sais, les gérants d'estrade, ils peuvent dire c'est ceux qui frappent fort ou ils frappent vite. Ben, les meilleurs boxeurs, c'est ceux qui sont capables d'encaisser. On dit qu'ils ont le menton dur. Ben, les meilleurs entrepreneurs, là, c'est pas ceux qui ont les meilleures idées, c'est ceux qui sont capables de recevoir des coups puis de se relever. Je pense que l'analogie, elle est pareille. Tu sais, puis qu'est-ce que tu me disais 1 an plus tard? 1 an plus tard, d'abord, on a déménagé le siège social. On n'avait pas de siège social. Alors, c'était très inconfortable. On avait un endroit où on entreposait les repas. On avait une plaque tournante à un autre endroit pour la distribution. On fait affaire avec des transporteurs, avec des vannes de jusqu'à 55 pieds. Puis on avait un bureau, fait qu'on a en mars dernier, moi, j'avais signé un bail pour construire un siège social. Fait qu'on a mené ce projet-là à terme. Je vous parle en ce moment du siège social. Ensuite de ça, on en a profité pour vraiment avancer la techno. Par exemple, on a développé une nouvelle option en prévision du retour au bureau qui probablement va se faire sous une formule beaucoup plus flexible, beaucoup plus hybride, où les gens ne retourneront pas au bureau pour faire le travail qu'ils sont capables de faire tout seuls à la maison. Là. Fait que d'après moi, le bureau, ça va devenir peut-être à temps partiel, puis plus un espace collaboratif. Fait que on a développé une option avec nos frigos connectés qu'on appelle l'option hybride pour le retour au bureau. Puis on a vraiment travaillé tout ce qui est la stratégie, l'expertise au niveau du marketing, au niveau des ventes, au niveau du service à la clientèle. On a travaillé ça en gardant ma vision qui était clairement d'atteindre 250 000 ventes à chaque mois avec ma business Bouddha Station, et ça dans les entreprises. Alors, présentement, on travaille fort sur des entreprises qui n'ont pas nécessairement un fit au niveau des clients, c'est-à-dire des usines. Tu sais, souvent, c'est un peu plus compliqué, les usines, parce que il y a les gars de la shop, là, qui souvent vont aussi s'amener un sandwich ou attendre que la cantine vienne, là, Raymond de la cantine, puis il y a la gang du bureau en haut, puis souvent, ce monde-là, ils mangent à 2 endroits différents, puis ils ont aussi des goûts et des habitudes différentes. Dans les écoles aussi, les écoles ont ouvert, ont fermé, et ainsi de suite. Mais là, présentement, je te dirais, la dernière année, on a gardé la vision, puis on a dû travailler l'expertise, quelque chose qui, dans une business, m'aurait pris 6 ou 7 ans à avancer. On l'a fait en 1 an. Puis on est en train de planifier vraiment le retour au bureau en espérant au moins en partie en septembre. Je pense que de manière raisonnable, ça fait du sens, en partie en septembre, puis probablement à grand déploiement en janvier 2022. Mais on est prêt pour ça, puis on s'attaque à ça. J'aime que tu comptes en nombre de ventres et non en nombre de ventes. J'aime vraiment ça. Effectivement, il y a un petit air de rajouter. Oui, c'est ça. Non, j'aime vraiment ça, c'est original. Puis pour sortir un peu du sujet de la COVID et tout ça, il y a quelque chose que je voulais parler qui est super intéressant de ton côté, qui m'a beaucoup, dans le fond, qui m'attire beaucoup là, sur LinkedIn quand je vois justement un de tes contenus, je suis tout le temps portée à le lire. Puis on explique souvent à nos clients justement que c'est important de sortir un petit peu de son produit ou de son service, puis de bâtir un peu son personal branding sur les réseaux sociaux. Et je pense que tu es vraiment un bon exemple en matière de création de contenu sur LinkedIn. Puis je voulais que tu nous expliques un petit peu comment tu as réussi à en arriver là, dans le fond, là, à travers ta stratégie de contenu. En partant, ma job, c'est d'être le leader à Bouddha Station. Pour moi, parler de technologie, de frigo, parler de repas puis de nutrition de repas. Je ne suis pas un nutritionniste non plus. Je ne suis pas un entraîneur personnel. Je ne suis pas le meilleur président d'entreprise non plus à donner des conseils, mais définitivement, le leadership, c'est mon dada. C'est ce qui a changé ma vie. J'ai écrit un livre même sur le leadership. Je donne des conférences là-dessus. Je suis un maniaque de ça. Je suis en constant apprentissage. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de mener
disons, à terme ou en croissance, de l'idée des entreprises en croissance. Je pense que c'est aussi des connaissances qui peuvent servir à monsieur, madame, tout le monde. Fait que je me suis dit, de quoi je vais parler sur LinkedIn? Parce que l'objectif, c'est de converser, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, de partager. Fait que de quoi je vais parler? Je vais parler d'un sujet qui, moi, est une passion, puis sur lequel j'apprends à toutes les semaines même, le leadership. Comment je vais le faire? Je vais le faire de manière authentique. Moi, je suis un gars qui ne met pas à cravate. Je suis un gars qui boxe, donc et souvent, j'image les choses, je raconte les choses par la boxe. Je vais raconter les choses par la boxe, je vais raconter le leadership par la boxe. Puis je vais dire les vraies choses au lieu de faire de mon LinkedIn un Instagram de ce monde, puis de me poser dans la piscine avec une licorne comme si la vie était parfaite. Je vais raconter les vrais challenges que je vis, de quelle façon des fois c'est tough, puis je ne prends pas des bonnes décisions, puis de quelle façon je me reprends dans ce temps-là, puis de quelle façon j'apprends aussi. Puis je vais surtout essayer de connecter à travers ça pour apprendre moi aussi. Fait que numéro 1, c'est de trouver un sujet qui j'étais capable d'ajouter de la valeur puis de raconter des choses qui puissent intéresser les gens. Numéro 2, c'était d'être authentique. Ça, pour moi, c'était comme nécessaire, no-brainer. Je ne voulais pas faire de concession là-dessus. Puis là, après ça, je me suis posé la question parce que, on va se le dire, LinkedIn sert à connecter au niveau business. Moi, je connecte avec qui? Je connecte avec des directeurs des ressources humaines, des directrices des ressources humaines, des gens qui sont en charge de la culture et du talent des entreprises, avec des présidents, des vice-présidents d'entreprise. Est-ce que mon sujet peut être intéressant pour eux? Oui. Je pense que oui. Si je réussis à mettre ça dans un langage qui va leur faire vivre des émotions, je pense que oui. Fait que je me suis pris comme ça pour d'abord bien cibler à quoi va servir mon LinkedIn, puis comment je vais l'employer, comment je vais l'utiliser. Mm-hmm. Puis après ça, je me suis dit, OK, je vais me commettre. Je vais me commettre à de quoi? Je suis un gars discipliné. La discipline, pour moi, c'est important autant sur mon équilibre de vie, sur l'entraînement, sur le travail. Je vais me commettre à écrire une fois par semaine. Donc, j'ai décidé que tous les mercredis matins, j'écrivais une chronique sur LinkedIn, puis que j'allais me commettre aussi à converser. Donc, pas accumuler les likes, mais plutôt embarquer les gens dans ma communauté, puis les challenger, puis recevoir d'eux autant que je vais leur donner. Donc, je me suis commis à ça, puis je te dirais depuis maintenant 26 ou 27 mois, j'ai suivi mon commitment, si on peut dire, là, une fois par semaine sur LinkedIn. Quand tu te donnes un objectif, tu ne lâches pas. Ouais, j'ai une tête dure. C'est bon une fois par semaine parce que moi, je vois sans cesse ton contenu. Fait que même à une fois par semaine, le contenu a de l'impact parce qu'au niveau de de l'engagement qui est suscité aussi au niveau de ton contenu, moi, je le vois toujours apparaître ton contenu dans mon actualité. Là. Fait que à une fois par semaine, je pense que ça prouve que oui, c'est bien de publier souvent, mais que la fréquence, le but, c'est d'être constant aussi, comme qu'on le dit souvent. Là, fait que... Mais toi qui es une pro, là, Maud, justement, tu recommandes à quelle fréquence à tes clients? C'est souvent un débat, hein? Oui, il y a souvent un débat. Je pense qu'il y a plusieurs années, il y avait énormément. L'algorithme était différent, là, je pense. Elle était différente. Dans le fond, le plus qu'on publiait, le mieux c'était. C'est sûr que sur LinkedIn, c'est un petit peu différent parce qu'il y a plus de gens, dans le fond, qui peuvent consommer le contenu que de gens qui font du contenu. Fait que c'est une opportunité d'en faire régulièrement. Mais je dirais que la constance est plus importante que d'essayer d'en faire trop qui n'ont pas de valeur. Fait qu'une fois par semaine peut être. De mon côté aussi, c'est une fois par semaine parce que selon le temps que j'aime y consacrer, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais au niveau de nos clients, on fonctionne à 2 à 3 fois semaine. Et Jean-Michel, lui, il essaye à tous les jours de la semaine depuis quelques semaines aussi de le faire. Fait que c'est vraiment selon. Le but, c'est qu'il y ait de la valeur dans ce qu'on a à mentionner, je pense. Là. C'est ça. C'est un bon point parce que pour moi, écrire 5 posts par semaine sur LinkedIn, c'était impossible que je sois aussi créatif puis que je puisse ajouter autant de valeur à créer du contenu alors que c'est pas mon métier. C'était impossible. C'est ça, la qualité avant la quantité. Puis avant, c'est un peu l'inverse, mais je pense qu'il faut changer cette façon-là de penser, puis encore plus sur LinkedIn. Je pense beaucoup à monter à 2, puis que la deuxième fois, ce soit une petite vidéo. Je pense à ça. Je ne suis pas encore convaincu des vidéos sur LinkedIn. Je ne sais pas, là. En tout cas, vidéo sous-titres ou vous autres, votre point de vue là-dessus, vidéo ou pas sur LinkedIn? Je pense que ça va s'en venir. Là. Il y a vraiment peu, même parmi
les têtes reconnues qui ont une bonne stratégie LinkedIn. Je vois pas tant la vidéo sur LinkedIn quand même. Je Mhm. pense que ça va s'en venir quand même parce que c'est quand même un, un outil vraiment fort. Mais par contre, ça va peut-être pas avec la façon qu'on consomme LinkedIn, qui est justement dans Ouais. une optique de réseautage. Fait que tu vas être là pas longtemps sur ton desktop pendant que tu travailles. Fait que peut-être que là, la vidéo embarque moins, mais je pense qu'il va avoir une petite place quand même. Je pense quand même que les textes, là, comme les textes que tu utilises, là, qui sont un petit peu storytelling tout le temps, va avoir une grosse place pour plusieurs mois et années à venir. En tout cas, merci du truc. Ça m'a comme popé en tête que si tu fais une vidéo sur LinkedIn, faut qu'il serve à engager. Fait que faut qu'il y ait comme une espèce de question qui amène à converser ou bien ça sert à rien, on Toujours. tombe plus dans la vantardise. Je Je pense pense que que... Vas-y, Vas-y, moi. Jean-Michel. Je pense que l'aspect clé, c'est vraiment amener de la valeur, peu importe le type de contenu, puis vraiment être natif à la plateforme. Christian, Mhm. une autre petite question. Ça fait, avec Sushi Taxi que tu es parti en 2000, là, ça fait 20 ans et plus que t'es entrepreneur. Je pense que clairement, juste à t'écouter parler, t'en as vu une puis un autre. Est-ce que, quel truc, je te donne le défi, un truc à donner à un nouvel entrepreneur, ça serait quoi tu lui dirais Un aujourd'hui? nouvel entrepreneur? Ouais. Ben là, le premier, disons, il n'y en a pas un, là. Je suis un rebelle, moi, fait que j'accepte pas ton défi. Il y en C'est aura deux. Le premier, c'est lancez-vous, arrêtez d'en parler, puis lancez-vous, là. Ça, c'est le premier. Puis le deuxième, c'est, bon, vous allez peut-être me trouver répétitif, mais pratiquez votre leadership, puis surtout l'exécution de ce leadership-là. Tu sais, le leadership, c'est quelque chose qu'on se lance, puis qu'on s'améliore, comme à la boxe, quand tu lances un jab, le jab, c'est ta main faible, mais le jab, normalement, un boxeur envoie environ, dans un combat, 800 jabs pour environ 25 coups directs. Mais le jab doit devenir un réflexe. Ben, le leadership, ça doit devenir une pratique puis un réflexe. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas être capable d'exécuter une entreprise parce que, tu sais, les gens, là, qui veulent boxer puis embarquer dans un ring, là, t'as beau écouter toutes les vidéos sur la boxe, là, t'as beau lire tout ce qui se fait sur Mohamed Ali, là, t'as beau t'entraîner, là, la boxe, ça se passe sur le ring. Puis tout change à partir du moment où tu en reçois un entre les deux yeux. La business, c'est pareil. Il n'y a pas un imbécile sur la terre qui n'est pas capable de faire marcher un plan d'affaires dans un fichier Excel et qui ne fait pas de cash. Tout le monde fait du cash sur Excel. Hein? Les business, ils marchent tout. Pourtant, après 5 ans, 95% des business sont fermés. Mais la différence, elle joue où? La différence, elle joue sur l'exécution. Puis, comme entrepreneur, ce qui t'aide à exécuter, c'est avoir un leadership qui est fort. Je crois totalement à ça. Qu'est-ce qui t'aide à exécuter comme père de famille? C'est d'être un bon leader. Comme coach d'une équipe de hockey, c'est d'être un bon leader. C'est pas d'être le meilleur scoreur de but si tu es un coach. Si tu es un père de famille, là, comment tu fais pour être le meilleur père de famille du clan de ta famille? Ben, c'est pas nécessairement en étant le meilleur cuisinier, c'est pas nécessairement en étant le meilleur pour aider aux devoirs ou c'est pas le meilleur aide menuisier non plus pour réparer la maison, c'est d'être le meilleur leader. Tu sais, parce qu'on a tout, un ou l'autre là, parmi nous, là, on a tout quelqu'un autour de nous auprès de qui on a de l'influence. Si ce n'est que Maude, ton chum, si ce n'est que Jean-Michel, si tu as des enfants, vos amis, vos collègues de travail ou définitivement vos employés. Mais tout le monde a de l'influence. Et la façon d'avoir de l'influence puis d'exécuter cette influence-là, c'est vraiment de pratiquer son leadership. Puis Ouais, je pense que dans l'exécution d'une entreprise, c'est beaucoup trop souvent oublié. moi, je pense que c'est un mot qui est souvent utilisé, mais que peu de gens savent vraiment comment le mettre en application. Justement, on parle des millions de livres et tout ça, mais de vraiment le mettre en application concrètement dans les plusieurs sphères de sa vie. Là, c'est pas juste au travail que le leadership peut être mis en pratique. Là, fait que j'aime vraiment beaucoup ce que j'entends. Puis en faisant le pont un petit peu avec le côté famille, on pose toujours la question à nos invités. Comment tu réussis à trouver l'équilibre digital? Donc, l'équilibre digital, c'est assez large. Là, ça peut être travail, famille et tout ça. Je te laisse aller là-dessus. J'ai hâte de t'entendre.
Première chose de te dire que je le trouve pas, là. Non, mais pas de farce, c'est que la réalité, c'est que c'est un équilibre très fragile puis qui est tout le temps en réajustement. Chacun ses trucs. Tu sais, quand on travaille fort, première des choses, contrairement à ce que peut-être la logique, plus je travaille fort, plus je suis dans le jus, plus pour moi, c'est nécessaire de m'entraîner. C'est un rendez-vous quotidien dans mon agenda, comme quand j'enregistre un podcast avec Maud puis Jean-Michel. C'est indéplaçable. Mon entraînement, c'est ça. Mon cerveau doit se mettre à off. Puis pour moi, une façon de mettre ça à off, c'est de faire de la boxe 1 heure par jour parce que c'est un jeu, puis parce que je m'amuse, puis j'ai besoin de concentration. Ça peut être ce que vous voulez. Vous pouvez faire du tir à l'arc, de la marche en montagne, qu'est-ce que vous voulez. Bouger 1 heure par jour, pour moi, c'est vital. Ça met mon cerveau à off. C'est même pas pour avoir des gros bras ou le meilleur cardio au monde. C'est mettre mon cerveau à off. Ça m'amène dans une sphère où je mange mieux, je bois moins, je prends soin de moi, puis je dors un petit peu mieux parce que déjà, je suis un gars qui dort pas beaucoup. L'équilibre pour moi, c'est tous les matins, 10 minutes de... Il y en a qui appellent ça de la méditation. Moi, j'appelle ça un 10 mindful minutes. De voir dans quelle émotion je suis, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette journée-là, puis de quelle façon je vais gérer mes émotions, puis je vais les choisir. 10 minutes par jour. Et puis définitivement, le soir, après 8 heures, obligatoire, plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus de tablette après 8 heures, obligatoire. Et les dimanches, pour moi, c'est sacré, j'appelle ça le sabbat électronique. Tous les dimanches, pas d'électronique. Écoute, les gens qui sont autour de moi, ils savent, ils passent les messages par des gens autour, mais je ne prends même pas mes messages textes. C'est une journée de sabbat électronique, ce qui, au départ, était un peu angoissant. Un peu angoissant de dire, si je vais à l'épicerie quand j'attends, je fais quoi? Je vais faire du ski de fond, tabarnouche, qu'est-ce que j'écoute? Je vais me trouver un vieux iPod qui n'est pas connecté pour écouter de la musique. Mes messages textes, ils montent. Non, non. Puis c'est pas grave si tu prends pas tes emails, puis les choses que tu vas manquer. Mais c'est fou comment je suis passé de l'anxiété à avoir hâte à dimanche. Puis plus ça avance, plus le lundi matin, là, je suis comme... Avant, j'ouvrais ça à 5 heures du matin. Là, j'ouvre ça à 6h35, 6h40, 6h45 parce que j'ai comme un peu peur de l'avalanche de tout ça. Là. Mais même autour de moi, ça s'est placé parce que les gens qui me connaissent le savent que le dimanche, je meurs électroniquement. Ça me fait beaucoup de bien. Donc, on parle pas de vraiment juste pour recevoir tes emails ou tout ça. Tu parles vraiment de pas avoir ton cell du tout dans tes mains. Donc, pas d'appel, pas de message texte, zéro. Vraiment, le cellulaire, l'ordinateur, il me parle pas cette journée-là. Exact. Wow. Fréquent au début, je te dis. Après ça, wow. Tellement que ça fait du bien, tu peux pas croire à ça. C'est fou. Même au début, c'est fou comment on devient bored, on devient ennuyé facilement. Parce dès qu'on est ennuyé, on sort ça. Hein? T'attends l'épicerie, t'es entre deux affaires, l'hiver, l'auto réchauffe, je m'en vais en ski de fond, en attendant, c'est tout le temps ça le réflexe. T'attends. Dans le temps qu'on avait le droit d'aller manger dans un restaurant, là, t'es assis au bar, t'attends, t'es tout seul, t'attends un ami, tu fais quoi? Tu gosses. T'es tout le temps là-dessus. Mais c'est fou comme quand tu prends une habitude comme ça à tous les dimanches, ah ben là, Colin, et tu recommences à faire de la musique. Tu te fais à mettre un casse-tête, tu te mets à écrire, tu te mets à faire toutes sortes d'affaires que, oublie ça avant, la réponse à ça, c'était de gosser sur ton téléphone. Mm-hmm. C'est fou. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter et vont dire que je ne pourrais jamais, c'est impensable. Comment tu as fait le processus pour en arriver là? Est-ce que tu as commencé comme... C'est vraiment une détox, je veux pas, parce qu'on est vraiment habitué. Fait comme les réflexes qu'on a, instinctivement, c'est le téléphone, mais est-ce que ça commence par une demi-journée ou ça a vraiment été du jour au lendemain, le dimanche? Je sais que, comme tu disais, tu es quelqu'un qui fonce. Je vais tellement pas te donner la réponse que tu penses. Là. Ça a commencé par 12 jours straight. OK. À Noël dernier, là, j'étais vidé physiquement, émotivement, psychologiquement, vidé. Je dormais plus. Sincèrement, les actions que je fais en 1 heure au travail, ça me prenait 4 heures. J'étais vraiment au bout du rouleau.
dans un moment où justement, on ne peut pas voyager. Tu sais, tu ne peux pas décrocher et dire je m'en vais faire une folie à X en plongée sous-marine, n'importe quoi. Tu ne peux pas. On est pris, tout le monde, dans cette espèce de crise-là. Je me suis dit, je vais me payer ce luxe-là. Et c'est ce que j'ai fait pendant 12 jours à Noël dernier. Ça, là, ça a comme été le décrochage. Ça a comme été la cure, si on veut, de désintoxication qui m'a permis de me rendre à cette espèce de discipline-là, de le faire maintenant systématiquement tous les dimanches. Okay. Et tu sais, très honnêtement, je me suis rendu, comme très souvent dans ma vie, je me suis rendu, c'est-à-dire à recevoir une bonne claque sur la gueule puis dire il faut que je décroche sans ça, là, je vais me brûler, je vais faire un burn-out, je me comprends plus, je suis fatigué, je suis émotif, blablabla. Et que ça a été par réflexe parce que je me sentais solidement sonné. Je pense que c'est d'essayer justement de se comprendre là-dedans puis de savoir que sont où nos limites parce que on travaille souvent un petit peu plus puis on s'ambitionne puis dire OK, là, je le sais que comme ma limite est là puis aujourd'hui j'arrête ou le week-end j'arrête ou de savoir quand on en a besoin, je pense que c'est super important. C'est fou comment la limite physique, elle est acceptée socialement, même on la comprend, que bon, tu sais, à un moment donné, si tu es habitué de courir 10 km puis tu t'en vas en courir 18, probablement tu vas être fatigué puis ta limite va être atteinte et ainsi de suite. Mais la limite psychologique, c'est fou comment c'est quelque chose de tellement abstrait. Puis on a de la misère, à la reconnaître, à la détecter, à l'assumer, mais même à en parler, tu sais, autour de nous, tu sais. Ça prend une certaine humilité pour reconnaître quand tu t'entraînes ou quand tu es avec des amis, de dire moi, la sortie de vélo de montagne, c'est assez, j'en ai fait 2 heures, j'étais au bout du rouleau. Ah non, j'ai monté assez de côtes aujourd'hui. Mais la limite, on dirait psychologique, on a de la misère encore, c'est encore tabou, on dirait, à reconnaître ça envers nous-mêmes, puis à l'assumer envers les autres, ou encore mieux, à être là pour peut-être aider les gens autour de nous, puis les signer de la prévention autour de nous. Tabarnouche, on n'est pas rendu là, hein? Ah, vraiment, c'est fou là, ce que tu dis, on le voit là, à travers beaucoup de gens. Puis je pense que de plus en plus, ça devient accepté, puis de plus en plus, les gens se permettent de le communiquer aussi. Fait que je pense que c'est juste quelque chose qui va évoluer du côté positif, puis les effets aussi négatifs de toute la pandémie que ça a causé en ce moment au niveau de la santé mentale. Je pense que ça amène beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions, puis ça s'en va d'un côté très positif de ce côté-là. Ouais, en espérant qu'on tombe dans la prévention plutôt que la curation, justement. Tout à fait, exactement. Donc, écoute, merci Christian pour ton temps. C'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Pour ceux et celles qui veulent suivre Christian, vous pouvez le suivre sur LinkedIn, Christian Genet. Vous pouvez aussi aller suivre sa page d'entreprise sur les autres plateformes. Donc, sur ce, merci encore Christian et à la prochaine. Hey, salut gang, vous deux. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.